You're listening to Le Cédélique. Bon, moi, je commence vers 74-75, ça commence à dater, bien évidemment. Voilà, l'adolescence, oui. Je suis étudiant aux Beaux-Arts. Je rencontre tous mes camarades de Bazooka, Olivia Clavel, Loulou Picasso, Bernard Vidal, Lulu Larsen. C'est une époque où, justement, on est à la fois nourri par le début de la presse underground américaine, Robert Williams, Crumb, Corben, bon, voilà, tous ces... On va dans les librairies spécialisées à Saint-Germain acheter tous ces premiers comics que je dois encore avoir. Donc, et en même temps, c'est la période où on consomme beaucoup de LSD et le graphisme de Bazooka en général est très influencé par l'expérience hallucinogène vécue à ce moment-là et vécue par la suite également. J'ai des grands souvenirs de promenades dans Paris, de visites aux zoos, de traverser Paris en vélo, de boulevards, les grands boulevards de Paris, traversée de la Seine magnifique. Voilà, et on a vu quelque chose qui nous a marqué, moi en tout cas, mais mes camarades aussi. Je dois commencer à dessiner vers 17 ans par là, je pense vraiment beaucoup, aux Beaux-Arts et dans les journaux par la suite, oui. Dès le départ, je travaille, d'abord je décalque, je suis chasseur de photos tout le temps, en permanence, que je décalque. À l'époque, c'était assez mal vu. J'ai jamais exposé dans une galerie, par exemple. Bon, parce que dès le début, Bazooka, finalement, on est aux Beaux-Arts, et dès le début, l'essence même de Bazooka, c'était de travailler dans des supports, dans des lieux dans lesquels les artistes ne travaillaient pas, c'est-à-dire les médias en général, les journaux. Donc j'ai beaucoup travaillé dans plein de journaux, aussi à un moment donné à la télévision. Libération aussi. Libération, bien sûr, mais Harakiri, Métal Hurlant, à suivre tous les journaux de l'époque. D'abord tous les journaux de bande dessinée, puis après tous les journaux aussi d'information. Un peu sérieux, plus sérieux. Bon, mais à Libération, on a pris le pouvoir dans Libération à l'époque pendant un certain temps. Et c'était l'époque où Libération était en autogestion. C'est-à-dire que quand quelqu'un faisait des dessins et que les gens n'étaient pas favorables à la présence de ces dessins dans le journal, il fallait que tous les travailleurs du journal, du rédacteur en chef, du directeur de publication, jusqu'à la personne qui faisait le ménage la nuit, soient d'accord pour nous virer. Mais comme, comme finalement on avait plein de copains, il n'y avait que les journalistes politiques durs qui nous haïssaient, mais la culture, ils nous aimaient bien, les clavistes, les maquettistes, donc du coup ils ne réussissaient pas à nous virer. Les thèmes sont assez larges, je dirais que ça va depuis l'ultra gnangnan au ultra hardcore. Tu vois, voilà, tu vois, j'ai beaucoup travaillé pour la jeunesse, pour les enfants, même les tout petits, Fripounet, Astrapi, Okapi, mais aussi des journaux interdits aux moins de 18 ans. Et d'ailleurs, les premiers journaux Bazooka le premier journal Bazooka est interdit aux moins de 18 ans et on n'a pas 18 ans. Donc on est extrêmement fiers de nous, naturellement. Quand c'était parce que ça a commencé, c'était un fanzine, enfin, c'était une publication. Moi, je l'ai d'ailleurs, qui est la couverture est sérigraphiée. Celle-là qui est, je sais plus. Il y a Loukoum Breton avec une couverture. Ça, c'est le deuxième, avec une couverture d'Olivia Clavel. Le premier, c'est Bazooka Productions. On fait de l'auto-édition parce que quand on va dans les journaux, les gens. Les dessinateurs desquels on est fan, par exemple, c'est le début de l'Écho des Savanes, qui était incroyable, de voir tous ces dessinateurs qui avaient dessiné pour la jeunesse et qui tout à coup dessinaient pour les adultes. Mais quand on va à l'Écho des Savanes, je me souviens de Mandrika qui est un grand dessinateur de l'époque, qui malheureusement est décédé maintenant, qui me dit « Ah non, mais alors là, vous vous trompez complètement, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. » Donc, à force de ne pas pouvoir publier dans les journaux de l'époque, tout du moins à ce moment-là, on a fabriqué nos propres journaux. Donc on était en autoproduction pendant un certain temps. Je suis en train de finir le prochain numéro d'A-Sud. Alors, A-Sud, c'est une association qui existe, voilà, quand je fais le malin, je dis c'est grâce au sida. Bon, en vérité, c'est plutôt à cause du sida, c'est-à-dire les premiers militants d'A-Sud, on est dans la période où c'est le début de la vague sida en France et dans le monde.
Et les seringues sont interdites à la vente dans les pharmacies. Donc c'est vraiment les premiers fondateurs d'Asud qui distribuent les seringues aux toxicomanes et aux gens qui en ont besoin. Mais donc ça remonte à un certain nombre d'années. Mais après, Asud se retrouve financé par la Direction générale de la santé. Voilà quelques numéros d'Asud, très jolis. Dernièrement, donc Asud, on continue. On fait plein de revues diverses. Et la logique Asud prône la réduction de risque. Voilà, la RDR, ça s'appelle. Et la RDR, c'est... Bon, tu te défonces, oui, tu perds, pas de problème, mais attention, ne pas partager les seringues, de ne pas prendre de l'exta 3 jours de suite sans dormir, voilà, la réduction de risque, qui est d'ailleurs le combat le plus progressiste en ce moment, après l'abstinence. Beaucoup d'associations prônaient l'abstinence, Asud prône la réduction de risque. Le dernier, c'est sur la cocaïne. Voilà, coke, crack et base. Coke, crack et base, qui contient par exemple de quoi fabriquer du crack, mais de façon moins toxique, c'est-à-dire pas avec de l'ammoniac, mais avec le bicarbonate de soude. Voilà, et après il y a tout un article sur le crack d'ailleurs, avec la désinformation énorme qui est faite aujourd'hui, parce que les gens maintenant, en ce qui concerne l'héroïne, Asud s'occupent plus des drogues dures et des injecteurs d'ailleurs que du cannabis. Bon, il y a des articles sur le cannabis bien évidemment, mais le fond de travail d'Asud, c'est les injecteurs bien évidemment, ou les gens qui pratiquent, qui ont des pratiques plus dures de drogue, de prise de drogue en général. Héroïne aussi, principalement. Héroïne, voilà. Mais l'héroïne, par exemple, autant c'était pendant des années une catastrophe sanitaire, l'héroïne, mais ça fait extrêmement longtemps. Et d'ailleurs, je crois que dans les petits journaux que je viens de te donner, il y a le guide des usagers sous traitement de substitution. À partir du moment où le traitement de substitution est vraiment légalisé, c'est-à-dire que les héroïnomanes qui veulent s'arrêter passent sous traitement de substitution, ils sont pris en charge par la sécurité sociale à vie avec des traitements de substitution divers. Donc là, par exemple, on a fait tout un numéro, toute une brochure qui explique comment se fournir, comment partir en voyage quand on est sous traitement de substitution. Il faut savoir que les gens qui font du trafic de traitement de substitution sont beaucoup plus pénalisés en termes juridiquement que ceux qui dealent de la vraie héroïne. Voilà. Et quant au crack, le crack ultra diabolisé ces dernières années, et les gens oublient que le crack c'est de la cocaïne, tout simplement. Donc l'addiction à la cocaïne, malheureusement la cocaïne n'a toujours pas de traitement de substitution, tandis que c'est le cas de l'héroïne. Et la catastrophe sanitaire provoquée dans les années 80, 90, 2000 sur l'héroïne ont complètement disparu. Aujourd'hui, c'est un peu comme le sida, les gens n'en meurent plus et les héroïnomanes ne meurent plus. En l'occurrence, il y a énormément de soucis aux États-Unis avec les opioïdes, mais les opioïdes de Big Pharma, évidemment, eux sont bien autorisés. Et c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire, c'est des médicaments, là. Bien sûr, la buprénorphine, le Subutex, là j'ai oublié. Enfin, maintenant, ces médicaments sont passés en domaine public, là où on n'est plus. Les laboratoires ont perdu les licences sur les premiers traitements de substitution. Mais on est financé, entre autres, par les laboratoires qui fabriquent ces fameux traitements de substitution. Qui sont super nocifs, en fait. Pour ceux, ça dépend. Ils s'adressent, ceux qui en prennent, ils sont très addictifs, quoi. Les traitements de substitution, bien évidemment, c'est d'une grande efficacité pour plein de gens consomment des traitements de substitution, mais de temps en temps, les gens qui sont addicts à l'héroïne presque préfèrent aller dans la rue, parce que dans la rue, c'est l'aventure, il se passe plein de trucs, plutôt que d'aller dans des dispensaires où il y a des gens en blouse blanche qui vous donnent votre traitement, et finalement, on se marre pas beaucoup, comme le crack. Et non, mais la drogue de rue est beaucoup plus toxique. Du coup, elle est beaucoup plus efficace. Par exemple, dans ces journaux, on explique tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais naturellement, en vérité, si on veut grimper au plafond, c'est ce qu'il faut faire. Quand je fais ce numéro spécial coke, crack et base, en lisant la façon dont la personne qui a expliqué comment faire du crack avec talent,
Je me dis, ah là là, Darmanin tombe là-dessus, on est foutu. Mais quand on rend le numéro à la direction générale de la santé, ils sont là, oh merci, vraiment super, il est génial votre journal, on vous aime beaucoup, continuez, voilà. Normalement, si tout va bien, je dirais dans quelques mois, j'expose dans le, le siège social du Parti communiste, c'est-à-dire l'espace Niemeyer, place du colonel Fabien. Je suis très content parce que autant ça m'a jamais vraiment amusé de me retrouver à exposer dans des lieux dédiés à la création artistique, autant dans des lieux qui ne le sont pas, ça m'amuse et voilà, j'ai toujours travaillé dans cette logique. Mes camarades de Bazooka ont beaucoup travaillé dans des lieux dédiés à la création artistique, mais je dirais que je les traite un peu de social traître, voilà, avec le temps qui passe. Tu fais des grands formats, hein. Je fais des grands formats. Ben là, toute ma série qui va être exposée, c'est-à-dire plus de 50 toiles, chaque toile, c'est un événement contemporain de l'actualité contemporaine. Voilà, donc chaque année, je choisis un événement. Ça va depuis l'arrivée sur le trône de l'Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman, ça va la dissolution de l'Union soviétique, le génocide au Rwanda, là que je vois. Après, beaucoup des sujets sur lesquels j'ai une exécution en peinture, ça c'est le naufrage de l'Erika, la première grosse catastrophe de marée noire en France. Là, c'est le premier Chinois dans l'espace et le retour de Challenger qui explose avec tout son équipage à bord. C'est la même année, par exemple. Voilà, là, c'est le début de la fièvre aviaire, enfin de la grippe aviaire plutôt. Donc voilà, là, c'est les Jeux Olympiques de Pékin avec les Tibétains qui s'immolent par le feu. Et, je ne fais pas les faits divers, par exemple. C'est kiki, c'est toujours violent. Je ne fais pas les faits divers, je fais des événements de l'histoire contemporaine. Donc, et là, donc, à l'espace Niemeyer, avec le Parti communiste, je vais exposer 50 années d'événements mondiaux. Voilà. Et moi, en fait, tu as toujours eu un travail qui était... Enfin, en partie, ce travail-là est vraiment lié aux contestations, de manière générale. Là, tu montres un exemple, mais même par le passé, je trouvais que tu as un regard qui est vraiment imbibé de contre-culture, j'ai envie de dire. Est-ce que là, tu as voulu juste rendre compte comme ça ou apporter un... La logique de Bazooka, on a beaucoup travaillé sur l'information, et même quand on travaille à Libération, justement, je disais, pendant plusieurs mois, on est dans Libération et on a pris le pouvoir à l'intérieur de la structure Libération, c'est-à-dire qu'on arrivait vers 18h, quand les journalistes durs étaient partis, on se retrouvait plus qu'avec la fabrication, le journal bouclé vers 22h par là. Il y a très peu de monde dans le journal et on prend le pouvoir à l'intérieur de la structure. Personne ne réussit à nous arrêter parce qu'on est dans une période où l'autorité, que certains regrettent aujourd'hui, il y a plein de gens en ce moment qui sont en train de dire oui, le monde manque d'autorité, heureusement, mais il y a eu des moments où vraiment l'autorité, on l'envoyait balader, et je continue à vraiment détester l'autorité sous quelque forme que ce soit, bien évidemment. Est-ce que tu dirais que tu es anarchiste ? Anarchiste, non. Je dirais aujourd'hui, je me définirais comme, bien sûr, d'extrême gauche, ultra woke, islamo-gauchiste. Bien que si les woke vont regarder mon œuvre dans l'ensemble, je me retrouverai crucifié en 2 secondes, mais c'est pas grave. La liberté que les gens ont, le fait que tout le monde puisse parler, s'exprimer aujourd'hui, déjà, des gens sont en train de dire oui, les journalistes, ils racontent la vérité, mais monsieur tout le monde, madame tout le monde puisse s'exprimer, donner son avis sur tous les sujets et être suivi, écouté, lu et exceptionnel. C'est la première fois dans l'histoire que tout le monde peut s'exprimer. Pendant des années, on a eu des intellectuels, des artistes qui étaient les seuls à pouvoir s'exprimer. Et je dirais sur la longueur qu'ils n'étaient pas beaucoup plus brillants que
monsieur ou madame tout le monde d'aujourd'hui, où on dit oui, les gens ils racontent ce qu'ils veulent, mais oui, heureusement que ça finit par arriver. Il a fallu attendre plusieurs siècles, plusieurs millénaires avant que tout le monde puisse s'exprimer. Alors ça se vérifie encore maintenant, hein, que nos élites sont plus bêtes que la population, quoi. Enfin, entre guillemets, hein, je veux dire, c'est flippant que les élites ne montrent pas l'exemple, au moins à un certain niveau. Bien sûr, mais moi je dirais, il y a beaucoup de fachos. Les gens disent il y a des fachos partout. Moi, je dirais non, les fachos, quand j'ai 18 ans, ils sont là aussi. Moi, je dois totaliser, je crois, 9 condamnations pour outrage aux bonnes mœurs, pour diverses apologies, pour des dessins ou des textes. Aujourd'hui, tous ces gens, je ne les appelle pas des fachos, je les appelle des coincés. Il y en a vraiment un nombre incroyable. Et les coincés d'aujourd'hui ne sont pas forcément d'extrême droite, d'ailleurs. Il y a beaucoup de coincés de gauche qui se revendiquent de gauche. Et on a de plus en plus peur des mots. Et C'est une époque où les mots font peur. Les mots font peur, oui, il faut faire, maintenant il faut faire attention. Même moi je fais attention parce que se retrouver harcelé par Dieu sait quelle association qui a lu de travers ce que tu as pu écrire. Moi en plus, moi c'était il y a plus de 40 ans, qui ressortent des vieux dossiers. Heureusement que tous mes dossiers de 40 ans ne sont pas sur Internet d'ailleurs. Tu te considères comme psychédélique, ta peinture, tes œuvres? Je suis totalement psychédélique et justement j'ai une lecture psychédélique de l'histoire humaine. Et cette lecture psychédélique, c'est de voir le monde mais d'un autre angle finalement, d'un autre point de vue. La série de tableaux que vous venez de montrer, elle est basée là-dessus. On voit des événements qui ont été vus, que j'ai potentiellement illustré d'ailleurs de nombreuses fois, parce que j'ai beaucoup travaillé dans des journaux d'information politique en général, ou d'actualité. Donc oui, c'est tout à coup voir le monde d'un autre angle. Et justement, voir le monde d'un autre angle, mais pas d'un angle de coincé. Ces coincés qui nous emmerdent, qui nous arrêtent, qui nous empêchent d'avancer artistiquement, culturellement. On est face à vraiment beaucoup. Ils sont nombreux, ils sont durs. Donc c'est un combat. Moi, on pourrait presque penser que c'est un combat perdu d'avance, mais enfin, je fais partie des gens qui continuent le combat. Voilà, ce n'est rien du tout. Commençons le combat. Qui serait un bon slogan. Et pour terminer, particulièrement sur le LSD, vu que là, on célèbre les 80 ans du LSD, on est dans l'année de célébration en tout cas, et toi, tu avais sorti un livre sur le sujet. J'ai sorti, je dirais, je frime toujours en disant, je pense que c'est le livre le plus complet en langue française sur le sujet. Il y en a, il est fait en 2000. On fait d'une certaine façon, mon éditeur fait un bid avec ce livre parce que le LSD à ce moment-là, le LSD grâce à vous d'ailleurs est un peu de plus en plus à la mode, grâce aux gens qui le réhabilitent d'une certaine façon. On n'incite en rien à prendre. Et c'est un tort. Il va nous mettre dans la merde. Et c'est un tort, bien évidemment. Tout à coup, mais après, en même temps. Nous ne faisons pas l'apologie, tu le sais bien. Bien sûr. Mais en même temps, le LSD, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens qui se disaient les premiers dealers d'Amsterdam, des vieux hippies, mais qui sont devenus aussi cons que ceux qui n'avaient pas initié. Donc le LSD, c'est pas non plus la panacée pour devenir illuminé. On est illuminé pendant quelques minutes, voire quelques heures, mais la plupart des gens qui ont pris du LSD, beaucoup sont devenus des vieux cons avec le temps qui a passé, bien évidemment. Donc, en effet, le LSD. Mais le LSD, cette ouverture mentale sur le réel, cette vision, cet illimiteur de conscience dont on parle, est, merveilleux, tout simplement, de voir le monde différemment, de voir qu'on peut voir le monde différemment quand on est coincé par l'idéologie, coincé par la morale, coincé par des tas de choses. Cette révélation, elle a eu lieu. Mais je me souviens que quand je commence à consommer du LSD, avant moi, les Américains, la contre-culture américaine, avaient balisé le terrain, les pochettes de disques, c'est-à-dire que
Les hallucinogènes, on voit ce que les gens nous disent qu'on va voir de plus en plus. Il y a un marquage culturel très fort sur le psychédélisme et qui est dû à tous les artistes qui ont travaillé sur ce sujet-là. Je me souviens par exemple le début de Photoshop où on avait les fractales. Il y avait, on avait des entrées pour faire des fractales. Aujourd'hui, on n'a plus les fractales dans Photoshop. Mais à un moment donné, les gens voient des fractales. Fin 70, les gens ne voient pas des fractales. Les gens voient des fractales à partir du moment où les fractales sont enregistrés par les gens, mentalement. Et comme moi, mon premier trip d'acide... Attends, ne commence pas, j'ai un jingle pour ça, c'est notre prochaine rubrique, c'est Once Upon a Trip. Once upon a trip. Once upon a trip. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. C'est une rubrique spéciale justement pour que tu nous racontes ton plus gros trip ou ton premier. Mon premier trip, je dois être vraiment très très jeune. Je me souviens que je suis avec un copain dans sa chambre de lycéen. Ses parents dorment dans la pièce à côté. On a un tout petit transistor. Déjà, j'ai découvert Robert Crumb qui était à Paris il y a à peine quelques jours d'ailleurs, et dans le prochain numéro d'A-Sud, on a un entretien. Robert Crumb, et dans le numéro d'avant, on a tout un entretien avec Gilbert Shelton d'ailleurs. Mais je vois sur le papier peint, c'est des bandes dessinées de Robert Crumb. C'est en quelle année ? Oh là, c'est bien avant que je rencontre Bazooka. On doit être en 73, par là, je pense, tu vois. Et le transistor, c'est un micro-transistor. Il ne faut pas mettre le son trop fort parce qu'il y a les parents de mon pote qui dorment dans la pièce à côté. Mais on a l'impression d'être vraiment dans une rave party délirante, énorme, rien que ce petit son. Et en effet, ce premier trip m'a marqué. Après, il y en a eu un certain nombre d'autres. Le livre Psychoactif relate plusieurs trips, à moi ou à d'autres gens. Et même des bad trips. Et d'ailleurs, par exemple, je considère que le bad trip, c'est vraiment l'élément le plus intéressant dans l'expérience hallucinogène. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient de triper et dire « oui, c'était très joli, les fleurs, tout était beau », bon, d'accord, mais si quelqu'un te dit, par exemple, « j'ai fait un bad trip », on lui dit « vas-y, raconte ». Tu vois, tandis que s'il dit « ma mère vient de mourir », tu ne dis pas « vas-y, raconte ». Tu vois, tandis que quelqu'un qui fait un bad trip, il dit « vas-y, raconte ». Et là, il y a une histoire merveilleuse, dans laquelle j'ai... D'ailleurs, mon éditeur, il m'en voulait parce que j'avais fait au moins 5-6 pages sur le bad trip. « Kiki, t'abuses et tout, vraiment, le bad trip, t'as exagéré ». Non, le bad trip est l'élément le plus intéressant de l'expérience hallucinogène. Merci, Kiki. Tu vas bien t'entendre avec Yann Kounen, toi.